Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, on vous emmène à Strasbourg pour un portrait de triathlète. Alors pas pour parler de chrono, ni de record, ni de qualification pour les championnats du monde. Non, pour parler d'un sujet autre, essentiel, l'inclusion dans le sport. Notre invité, Denis Laurent, c'est le directeur de l'ASPTT Strasbourg, un club avec 4200 adhérents, dont une centaine de personnes en situation de handicap. Avec lui, on a parlé de parasport, de sport adapté et surtout d'une vision assez simple, faire en sorte que la différence dans le sport soit plus un sujet. Et dans cet épisode, on va découvrir ensemble comment un club peut accueillir des enfants autistes ou des jeunes malentendants et les intégrer dans des groupes d'enfants, entre guillemets, valides. Pourquoi un triathlète médaillé d'or aux Jeux paralympiques, Jules Ripstein, qu'on a reçu il y a quelques semaines sur le podcast, est devenu un pilier de cette dynamique au sein de la SPTT Strasbourg. Et enfin, comment chaque éducateur, chaque partenaire, chaque famille peut jouer un rôle concret dans cette démarche. Vous l'avez compris, c'est un épisode qui sort un peu du lot, mais c'est une conversation qui va bien au-delà du sport. C'est une vraie leçon d'humanité, de résilience, d'engagement, et j'espère sincèrement que cette discussion va vous plaire. Et juste avant de démarrer, je vous partage la ressource de la semaine. On est début juin, les compétitions ont commencé ou vont très prochainement commencer. Alors je vous partage aujourd'hui la checklist à imprimer pour ne plus jamais oublier de matériel dans votre sac de triathlon le jour J. On a passé en revue tout ce dont vous allez avoir besoin avant, pendant, après l'épreuve, en natation, en vélo, en course à pied, même pendant les transitions, pour condenser tout ça dans une checklist que vous pouvez garder sur votre téléphone ou imprimer pour mettre dans votre sac et être sûr de ne plus jamais rien oublier. Et je suis prêt à parier que même les plus expérimentés d'entre vous y trouveront quelques astuces à intégrer dans leur routine. Je vous mets le lien dans la description, vous allez pouvoir télécharger gratuitement cette checklist à garder avec vous. Et vous le verrez, vous aurez même en bonus une vidéo qui vous explique le rôle de chacun de ces équipements pour le jour J. Et d'ici là, je vous laisse démarrer votre épisode avec Denis et Hermano. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X Open Tri. Encore un épisode où je suis tout seul, mais Charlie revient, je vous promets, il ne vous a pas oublié. On a juste des plannings hyper chargés. Aujourd'hui, je suis très content d'échanger avec Denis Laurent. Laurent, écrit en majuscule. Si je ne m'abuse, c'est bien Laurent ton nom de famille et Denis ton prénom. On a été mis en relation par Jules Ripstein, un petit triathlète pas très connu, qui a fait un petit truc cet été pendant une petite réunion, une petite campagne sportive en France. Enfin bref, allez, trêve de plaisanterie. Je suis donc très heureux de tendre le micro à Denis Laurent. Salut Denis. Salut Hermano. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Merci de nous donner la parole. Je t'en prie, c'est un grand plaisir. Jules nous a mis en relation, donc forcément, il va y avoir des milliers de choses à dire sur toi. Je te propose peut-être déjà qu'on en apprenne plus sur toi, Denis Laurent. Dis-nous tout. Qui est Denis ? Où est-ce que tu habites ? Qu'est-ce que tu fais comme sport ? Enfin bref, voilà, tout ça. Donc moi j'habite à Strasbourg, je suis directeur de la SPTT Strasbourg Omnisport. La SPTT Strasbourg Omnisport, c'est aujourd'hui certainement le plus important en nombre d'adhérents, de pratiquants sur le bassin strasbourgeois, puisque cette année on vient de passer les 4200 adhérents au sein du club. Et mon parcours, mon sport, je suis plutôt issu du handball, pas du triathlon, pas encore. Je suis passé par Nancy, la SPTT Nancy. Après mes études en master conduite de projet, développement des territoires à Nancy, j'ai décroché ce job à la SPTT, d'abord en tant que chargé de développement, il y a une dizaine d'années, et puis on a fait grossir un peu la structure grâce aux sections évidemment et j'imagine un peu avec le travail qu'on a mené avec mes collègues pour que j'en devienne le directeur il y a 5 ans maintenant. Et voilà. Bon, pas mal. ASPTT, Strasbourg, handball. Est-ce qu'un certain Jean Boller, alias Knack en vrac, ça te parle ? Non. Bon, je la place à chaque fois. Mais j'adore. C'est un copain qui est Knack en vrac, forcément, Strasbourg. C'est un copain qui est à Strasbourg ou à côté de Strasbourg en tout cas. Je sais que lui et ses enfants, ou en tout cas son fils, fait du handball et il connaît aussi Jules parce qu'il est podcasteur. Il l'a interviewé aussi. Donc voilà, je teste à chaque fois. Pour l'instant, le seul qui m'a répondu à Strasbourg, c'est Jules. Ouais, je connais Jean. Bon, ok. Bon, alors Jean, si tu nous écoutes, un gros coucou. Bref, plus sérieusement, directeur de l'ASPTT Strasbourg.
On va pas revenir sur toute l'historique de la SPTT, qu'à la base c'était une association sportive pour les personnels des postes et télécoms françaises, Poste Télégramme et Télécom française. Depuis, ça a pas mal changé. C'est un club sportif, voire même omnisport, ouvert à toutes et à tous. Est-ce que vous gardez quand même un lien avec la Poste, les PTT, la Banque Postale, les télécommunications? En local, très peu avec la Poste ou France Télécom, Orange aujourd'hui. France Télécom n'existe plus. En revanche, on a encore pas mal de dirigeants qui sont issus de la Poste ou de France Télécom. Toute une génération de dirigeants encore issus de cette corporation. À l'échelon national, on a une fédération sportive qui, elle, entretient encore des liens avec la Poste. Et un peu accompagné encore par cette entreprise. Mais effectivement, on est totalement ouvert et on l'est depuis les années 60 en réalité. Et tout pratiquant souhaitant faire un peu de sport est libre de venir chez nous. On est une asso comme les autres, avec les mêmes conditions que les autres. Bon, on est sur un podcast de triathlon, donc on va parler multisport et pas que ça, mais vous avez aussi une section triathlon, une section de sport enchaîné, parce que c'est vrai que le triathlon a la particularité, en tout cas en France, que la fédération française soit délégataire d'autres sports. Moi, je pense beaucoup au swimrun parce que j'en pratique et c'est un peu le sport à la mode, mais il y a d'autres sports enchaînés comme l'aquathlon, comme le duathlon, comme le raid multisport, etc. Tout ça, c'est des sports aussi que vous pratiquez, que vous proposez à la SPTT dans le cadre d'une licence FF3 ou dans le cadre d'autres activités? Et alors, exactement, on a la section triathlon, qui est une section qui grossit chaque année. On a d'ailleurs recruté notre premier entraîneur professionnel cette année, qu'on a formé d'abord en DE. Donc cette section, elle a été créée par Patrick Poulet, qui est un nom assez connu dans le triathlon. Il y a maintenant, alors je ne veux pas dire de bêtises, au moins 20 ans, peut-être même plus. Ils nageaient chez nous avec la section natation et ils ont eu l'idée de créer cette section tri et c'est du coup une section à part entière qui fait partie chez nous. On a quatre sections fléchées identifiées au niveau, dont le triathlon, puisqu'aujourd'hui l'équipe masculine et l'équipe féminine sont en D1 de duathlon, donc en discipline enchaînée. Et on a également Emma Vasser qui vient de faire le titre de championne de France là en quelques semaines et qui part aux Europes. Bon, des belles références. Jules m'avait mis en relation avec toi parce que dans le cadre du podcaston, donc je le rappelle, c'est une initiative pour mettre en avant des causes caritatives par les podcasteuses et les podcasteurs. Ça se passait du 15 au 22 mars. On n'a pas réussi à se coordonner à ce moment-là. J'étais malade, tout ça. Bon, bref, c'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Malgré tout, ça me tenait quand même à cœur de te tendre le micro. Et Jules, je lui avais demandé s'il avait des gens à me recommander, vu que Jules est un para-triathlète mondialement reconnu, olympien. Et donc, il m'avait dit de voir avec toi. Donc, le sujet du jour, au-delà de toi, ta pratique, ça va être aussi de parler handisport. Comment est-ce que l'ASPTT de Strasbourg, justement, se développe, se démarque, s'implique dans le parasport, handisport? J'avoue que sur les termes, je suis perdu. On parle de paratriathlon, on parle de handi-truc, de machin. Peut-être que tu vas pouvoir nous faire un petit rappel, d'ailleurs, là-dessus. Ça a un peu changé et ça a un peu évolué d'ailleurs. Les termes évoluent toujours un peu en permanence, mais en fait, ce qu'il faut bien distinguer, pendant longtemps, il y a eu deux branches, c'est-à-dire qu'il y avait le handisport, qui a sa fédération handisport, et il y avait le sport adapté qui est orienté sur la déficience intellectuelle et ou psy. Et ce sont deux fédérations bien distinctes. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est parce que ça mélange aussi les choses, parce qu'il y a la fédération handisport, il y a la fédération des sports adaptés, puis il y a les sports qui dépendent des fédérations nationales, comme en triathlon par exemple, pour lesquels on a la section valide et la section para. Exactement, et je trouve que le triathlon, la fédé triathlon est malgré tout un beau modèle, un bel exemple, puisque en fait on est sur une inclusion totale de tous les profils. Sans distinction finalement, et il n'y a pas besoin d'une fédération pour les accompagner, puisque la fédé fait en fait ce travail-là, la fédé triathlon, de réunir tout le monde au sein de la même bannière et de la même fédération. Peut-être tu parles de Jules, la rencontre, et après je détaillerai ce qu'on fait à la SPTT, mais ça fait plus de 20 ans qu'on est engagé sur la pratique parasport. Maintenant, para regroupe l'ensemble
des sports autour du handicap. Et ça fait plus de 20 ans qu'on est engagé. Et Jules est arrivé il y a 2018-2019, au moment où vraiment il se relance. Il a eu sa phase après l'accident où il a perdu sa jambe, et puis il se relance dans le triathlon, et il sent qu'il peut faire quelque chose. Donc il cherche une structure, il cherche un club, il cherche aussi un accompagnement et des partenaires. Et donc, étant donné qu'on avait une section triathlon à la SPTT et qu'on était déjà engagé sur le parasport, en fait, on nous l'a présenté. Je crois que c'est la ville de Strasbourg d'ailleurs. Il a dû toquer à la porte de la ville, et puis on se rencontre et on sent qu'il y a un truc à faire avec lui ensemble pour l'accompagner vers son projet, mais aussi nous pour continuer à développer nos actions autour du parasport, de la sensibilisation, de l'inclusion. Et donc très vite, en fait, il est devenu notre vitrine, en tout cas notre parrain sur nos dispositifs d'inclusion des plus jeunes dans un premier temps, mais de toute la branche parasport au sein de la SPTT. Ok. Et du coup, maintenant, il en est le fer de lance, le porteur de la flamme, pour reprendre le lien avec ce qui s'est passé l'été dernier en France ? Exactement. Il porte vraiment... il porte le parasport chez nous, et d'ailleurs... On a eu plein de projets connexes. On a eu d'ailleurs, il y a 1 an et demi, Strasbourg était capitale mondiale du livre. Et on a construit et un flipbook et une BD avec un artiste autour de sa pratique, de son parcours, qu'on a distribué aux enfants. Il est parrain d'un événement qu'on organise tous les ans sur la sensibilisation du para en début décembre. Maintenant, on s'appuie un peu sur lui, son expertise aussi, ses connaissances. La semaine dernière encore, on a organisé une soirée partenaire avec lui, évidemment, en tête d'affiche, mais aussi pour parler de nos actions para, essayer de sensibiliser aussi les partenaires privés pour nous accompagner au financement de nos dispositifs. Donc, il est pleinement au cœur de nos actions autour du para. Bon, je te félicite pas parce que tu as parlé d'événements, de livres. J'ai pas été appelé pour présenter le livre Devenir triathlète. Tu le notes, hein, pour l'année prochaine. Ce sera un plaisir que je t'en enverrai ou que je passerai te voir pour le mettre en avant et pour rencontrer Jules. Avec plaisir. Revenons à toi et la section ASPTT. On va peut-être, même si l'objectif c'est de rester un peu sur le triathlon, mais on va peut-être s'étendre. Jules m'a dit, il faut que tu parles avec Denis. Le mec a fait beaucoup de choses pour le para, pour le handi, etc. Donc vas-y, le micro est à toi, t'as 2 heures. Ciao. Salut. Je vais prendre un café, on se rappelle. Alors on essaie de faire encore pas mal de choses. L'idée globale, en fait, c'est que on entend beaucoup inclusion. Avant, c'était intégration. Et nous, ce qu'on cherche à atteindre, c'est que ce soit plus un sujet, que ce soit plus un mot, que ça ruisselle, qu'en fait, qu'à un moment donné, un profil quel qu'il soit puisse avoir sa place au sein du club. Ça demande du temps, ça demande de la formation des cadres et des dirigeants, mais on veut vraiment que chacun puisse venir et trouver un espace de pratique chez nous. Alors on va faire un peu d'histoire, on a commencé donc il y a un peu plus de 20 ans, presque 30, avec une section sport adapté, je l'ai dit tout à l'heure, sur de la déficience intellectuelle au départ. On a créé une section dédiée où c'était plutôt des jeunes au début, maintenant ils sont un peu plus âgés, autour de la pratique du badminton pour les personnes alors dans le lot. On a des déficiences intellectuelles, on a quelques autistes, on a des trisomiques, voilà. On réunit tous ces profils sur des créneaux de badminton, et l'idée initiale, c'était que dans la réalité, on puisse les accompagner vers le monde ordinaire. Et certains, on participe encore aujourd'hui d'ailleurs à des compétitions du monde ordinaire, en badminton ordinaire, mais également qui prennent part à la vie de l'asso. Donc il y a des membres, des joueurs déficients intellectuels qui sont membres du bureau de la section et qui participent à la prise de décision, qui viennent donner leur avis. Vraiment, on veut les inclure. Je parlais tout à l'heure d'inclusion, on était dedans déjà il y a 30 ans. Et c'est un peu... La première pierre, en tout cas ce qui a lancé vraiment la dynamique. Ils ont commencé avec du badminton. Aujourd'hui, ils font les championnats de France de bad, les championnats de France de ski, les championnats de France de handball en sport adapté. Donc voilà, ça a grossi et ça ruisselle évidemment. Et le virage ensuite se passe autour de 2008-2010 quand
on se dit un peu que la pratique sportive très orientée performance, très haut niveau, change un peu de braquet, et il y a vraiment les politiques publiques qui jouent aussi leur rôle à l'ouverture vers tous les publics. Et nous, on profite de ça pour élargir notre champ d'action et travailler vraiment sur la sensibilisation, l'inclusion. Et du coup, on a créé des choses. On a recruté une enseignante APA, donc activité physique adaptée et de santé, qui va coordonner tous les dispositifs autour de la pratique adaptée. Et on a lancé des dispositifs. On a par exemple un dispositif d'inclusion des enfants autistes dans les groupes ordinaires. Donc là, on fait un lien avec les familles. On discute, on voit les activités qui plairaient à l'enfant. On trouve un éducateur sportif adapté et il va accompagner l'enfant dans le groupe. Chez nous, on a 22 sections. Donc, en théorie, il aurait le choix de faire au moins l'une des 22 disciplines. Et on l'accompagne dans son groupe, l'éducateur. Et toute l'année, il est avec l'ambition qu'au fur et à mesure, l'enfant puisse être de plus en plus autonome dans le groupe. Mais ça a un lien et un intérêt, je trouve, autant pour l'enfant qui est autiste que pour le groupe qui doit comprendre, adapter et accepter la différence des autres. Donc ça, c'est un exemple. Mais tellement. Je sais pas si je t'en avais parlé en off quand on avait préparé l'épisode, mais sur mon autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, j'avais donné la parole l'année dernière pour le podcaston à Gilles Gauthier. Alors les Jules, je finis par me mélanger. Et puis en plus, avec un invité qui a un nom, un prénom qu'on peut mélanger. Bref, avec Gilles Gauthier, qui lui est sapeur-pompier de profession et qui a monté une salle de cross-training pour les valides et les non-valides ou les paras ou les handisports. Et effectivement, c'est leur approche aussi, c'est de dire, nous, il n'y a pas de section spéciale pour les handis et de section spéciale pour les valides. Tout le monde doit pratiquer ensemble. C'est aussi bénéfique pour les handis ou les paras qui vont pouvoir évoluer, grandir, apprendre au contact des valides, mais aussi aux valides qui vont devoir s'adapter. Et puis même parfois, surtout sur du cross-training, vont se rajouter des difficultés, des charges, des handicaps qui vont faire qu'eux vont pratiquer comme pratiquent les non-valides, les paras. Je sais jamais sur le terme, j'ai toujours peur de choquer, mais bon, je pense que c'est compréhensible. Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu utilises para, il n'y aura pas de problème. Et non, mais c'est super. En fait, c'est génial de réussir à faire en sorte que finalement la différence ne soit plus un sujet, voire devienne une force. On le voit à l'école aussi, quoi. Enfin, pour ceux qui ont des gamins et quand t'as des enfants handicapés qui sont intégrés dans les classes de la maternelle jusqu'aux grandes études, ça fait énormément grandir les gens qui pratiquent. Alors, je pense que les gamins entre eux sont pas tendres, que tu sois valide ou para, il y a toujours de toute façon des difficultés, des regards, des commentaires, des choses, que tu sois garçon, fille, blanc, noir, jaune, mais je pense que ça participe aussi à l'inclusion, à la diversité et puis à l'apprentissage dès le plus jeune âge que on est tous différents en fait et on a tous notre particularité, quelle que soit notre personne ou notre enveloppe corporelle. Exactement. Et alors ça va être un peu décousu, et en tout cas pas chronologique, mais on est dans une discussion et on a un superbe exemple aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on accompagne un futur éducateur sportif qui est sourd. Et donc on l'a accompagné. Il a d'abord passé un CQP chez nous, activité de loisir. Là, il passe un BPGEPS. CQP, certificat de qualification professionnelle, c'est ça ? Ouais. C'est la première exactement. étape C'est le premier niveau de diplôme professionnel dans le sport. Et là, il vient de passer un BP, donc c'est vraiment un brevet professionnel sur l'activité physique pour tous. Toujours chez nous, en alternance. Et il a eu un projet là de créer un stage multisport pour les enfants atteints de valides et atteints de cécité. Donc on a eu dans le lot des enfants, des ados sourds, malentendants et des entendants. Et la semaine s'est passée extraordinairement bien. Ça peut être un sacré challenge parce que finalement les sourds et les malentendants ils s'expriment par le mouvement et les malvoyants eux ne voient pas, donc ça doit être un sacré challenge et en plus tu mets des valides au milieu de tout ça, ça doit être quelque chose quand même. Et alors là on avait vraiment que sourds, malentendants et valides. Mais malgré tout, alors il avait bien travaillé, on avait fait des supports visuels pour les mots de base,
il en avait mis un peu partout pour les temps de pause, pour les temps sportifs, pour les sorties. Et en fait, il se crée des choses très vite. Et alors pour le coup, sur le public sourd-malentendant, j'ai envie de te dire, la seule limitation, elle est auditive. Mais physiquement, il n'y a pas de contrainte. Et aujourd'hui, on arrive à accueillir sans problème un Anglais, un Allemand, un Portugais qui vient chez nous pratiquer, même si il parle pas le français, pas la langue. Mais le sourd, où finalement c'est une autre langue, c'est une langue des signes, on n'arrive pas à les faire venir. Et du coup, on a travaillé là-dessus. Et l'expérience était vraiment géniale. Et bon, on construit ce parcours avec lui. Théoriquement, on aimerait le recruter l'année prochaine pour construire aussi ce dispositif d'inclusion de ces profils un peu plus particuliers. C'est très spécifique en fait. C'est des niches, tu vois, quasiment à chaque fois, et on essaie de répondre pour accueillir un maximum de niches finalement. Et voilà, donc il va construire un parcours professionnel chez nous où l'idée, c'est que petit à petit, le public sourd ou malentendant puisse se dire, à la SPTT, en fait, je peux aller faire mon sport. Peu importe, je peux venir à la section triathlon, je sais que l'entraîneur, il a les bases, il va pouvoir me parler, alors on veut pas qu'il soit bilingue, mais je peux venir, il saura me dire comment je dois faire ma séquence, comment je prépare ma séance d'entraînement, peut-être ma compète demain, et voilà, et dans un cadre hyper bienveillant. C'est vraiment ça en fait, c'est le cœur de ce qu'on essaie de mener depuis des années, et ça prend du temps, mais ça ruisselle, on sent que ça commence à porter ses fruits, que les dirigeants, que les entraîneurs prennent aussi le sujet, tu vois, en tout cas l'ont absorbé, ou commencent à l'absorber. Donc, et en fait, ça devient un non-sujet. Et je trouve qu'à partir du moment où ce n'est plus un sujet, c'est qu'on a réussi quelque chose. Pour revenir sur le côté triathlon, là on parlait justement de ce handicap qui est la surdité, ou le fait d'être malentendant. On voit de plus en plus, et ça me fait vraiment plaisir, de paras qui participent à des compétitions valides. En triathlon, c'est tout à fait envisageable. Moi, je me souviens, j'ai commencé le triathlon en 96. En 96, il y avait déjà quelqu'un qui avait, dans notre club au Rouventry, qui avait des problèmes au niveau des jambes, et au lieu de courir, il faisait du handbike. Donc, on avait déjà, à cette époque-là, commencé à intégrer des paras avec les valides. Sur le côté malvoyant, voire malentendant, ça paraît plus difficile de les intégrer avec les valides parce qu'il y a un problème de sécurité. Un malvoyant, on imagine très bien, de toute façon en vélo, il faut que ce soit du tandem, donc c'est pas forcément adapté sur une compétition pour les valides. Un malentendant, il peut y avoir un problème sur la route en vélo et il faut qu'il puisse être alerte, entendre d'autres compétiteurs qui arrivent, une voiture qui arrive, etc. Est-ce que malgré tout, pour rester sur ce sujet du triathlon par exemple, tu le disais, un enfant qui vient vous parler avec les parents, il a le choix sur les 22 sections de pratiquer le triathlon. Est-ce que vous allez peut-être pas l'inciter, mais en tout cas essayer de tout mettre en œuvre pour que lui puisse participer aux côtés des valides, ou vous lui expliquez que malheureusement son handicap, quel qu'il soit, mais j'avais pris l'exemple de la surdité, va l'empêcher de concourir aux côtés des valides? Notre ambition, c'est qu'il puisse participer dans les valides. Le problème, il est du côté des valides. Si on n'est pas capable d'aménager, de préparer la course, la compète, l'entraînement pour les publics, c'est finalement pas le problème du parasportif. L'exemple que j'ai pour ça, c'est que justement notre éducateur, notre futur éducateur qui est en formation, avant d'entrer en formation, il y a des tests à passer. Notamment le test de Luc Léger. C'est celui-là où il y a les bips, je crois, de mémoire. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de test, mais c'est le léger où il y a les bips. Ouais, je me souviens pas. Première fois qu'ils passent les tests, ils n'ont pas adapté le test. Donc lui, les bips, et forcément, il les a pas bien entendus. Alors ils ont essayé d'adapter un truc un peu avec les gestes, mais il n'a pas. En plus, le stress du test, de l'examen, fait qu'il n'a pas réussi à passer cette. Et deuxième phase de test, les évaluateurs se sont re-questionnés et ont mis des systèmes lumineux, ont fait en sorte que, en fait, ça colle aussi pour son handicap à lui. Et donc, j'ai envie de dire, il y a encore un combat à mener, évidemment. Il y a encore des choses à faire. Mais je suis pas sûr que leur dire c'est pas pour toi parce que tu as ce handicap, ce soit la bonne voie. Et à mon avis, c'est plutôt à nous, qui avons la chance d'être sur nos deux jambes et totalement valides, de nous re-questionner. C'est pas des gros efforts, ça nous bouscule un peu dans nos habitudes, dans nos zones de confort parfois. Mais par contre, déjà, je trouve que c'est hyper riche intellectuellement de se re-questionner, de se dire, tiens, ok, bon, comment en fait je pourrais faire
pour que tel public puisse venir et participer. Comment je peux être encore plus inclusif que ce que je fais déjà. Et je trouve que il y a une vraie richesse à retirer pour tout le monde, que ce soit les organisateurs, les participants, de se re-questionner, de réussir à faire en sorte qu'on inclue tous les publics. Alors après, il faut pas se voiler la face. On peut peut-être pas faire tous les publics. Il y a des fois, je suis très honnête, on a des profils sur le dispositif des enfants autistes. Il y a tout type. Il n'y a pas un autisme, il n'y a pas un trouble du spectre autistique. Il y en a peut-être autant qu'il y a d'enfants atteints de ce trouble. Mais au final, tout comme il y a autant d'handicaps qu'il y a de personnes vivant sur Terre, parce que Exactement. Quelqu'un à qui il manque une jambe droite, ok, mais il a peut-être pas le même niveau d'handicap que Jean-Pierre ou Martine ou Jean-Louis, à qui il va manquer aussi la jambe droite, mais peut-être pas coupé au même endroit, peut-être pas les mêmes douleurs, peut-être pas les mêmes douleurs fantômes, etc. Enfin, on a tous quelque part un handicap qui est pas le même que celui du voisin, quoi. Exactement. Mais là où je vais en venir, c'est que il y a aussi des fois, on reste une asso, on est avec nos moyens. Il y a des fois où on le fait, on est capable de dire à la famille, malheureusement, nous ne sommes pas capables dans notre configuration actuelle, nous ne sommes pas capables d'accompagner votre enfant en sécurité, pour lui, pour les autres. Et en fait, ça s'explique très bien. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais capable. Ça veut dire que là, on est face à une situation où aujourd'hui, avec les armes qu'on a, avec les effectifs qu'on a, on ne peut pas l'encadrer, l'accompagner dans de bonnes conditions. Au risque de l'envoyer vers un échec, lui, l'éducateur, la structure, la famille. Et je pense qu'il vaut mieux aussi éviter ce genre de situation, et les familles le comprennent très bien. C'est juste que ça nous re-questionne, et peut-être que en continuant de travailler, en continuant de renforcer aussi l'équipe qu'on a autour de nous qui se forme, demain, c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain, ou peut-être une autre structure qui entend parler de ce qu'on a fait et qui a peut-être d'autres ressources, va peut-être pouvoir accueillir ces enfants-là. Voilà, il faut... C'est très utopique de dire on va pouvoir prendre tout le monde, accueillir tout le monde, mais je pense qu'on doit tendre vers ça. Et est-ce que des situations comme ça ont créé des vocations, alors, soit en interne, soit typiquement des parents à qui tu as pris le temps d'expliquer. Alors on parle des parents parce que c'est vrai que c'est très parlant, mais je pense que vous avez la même situation avec certains adultes paras qui viennent vous voir, à qui vous dites je suis désolé, mais là... À l'heure actuelle, on n'a pas la structure, on n'a pas les moyens, ce serait te mettre en danger ou mettre en danger les autres, donc on ne pourra pas. Est-ce que ça a créé des vocations avec des gens qui sont OK, vous ne le faites pas, mais moi, j'ai X temps par jour, par semaine, par mois à consacrer, et si on développait ça ensemble, est-ce que c'est déjà arrivé ? Honnêtement, non. Pas de cette manière-là. On a du temps donné épisodiquement, mais finalement... Et c'est tout ce qu'on cherche à atteindre, finalement, comme dans une asso classique. C'est-à-dire que tu vas voir la famille, le papa, la maman, l'oncle, on s'en fiche, qui te dit moi, je vais vous filer un coup de main sur le temps d'entraînement pour ranger le matos. Enfin, tu vois, exactement ce qui se produit aussi dans tous les clubs, des parents un peu qui deviennent dirigeants ou accompagnateurs de l'équipe de triathlon de son gamin. On retrouve un peu ce phénomène-là aussi, mais... Et ça, c'est vrai que c'est aussi parfois ce qu'on cherche à atteindre. On en a beaucoup entendu parler, notamment l'année dernière, sur le répit, sur les accompagnants justement des familles de personnes malades ou handicapées. Et le temps où nous, on peut prendre en charge l'enfant 1 heure, 1 heure et demie, peut-être dans la semaine ou 2 fois dans la semaine, c'est un temps aussi, quand la famille sait qu'il est en sécurité sur une activité qui lui plaît, un temps où la famille peut se consacrer à elle, se reposer, faire autre chose, peut-être faire son sport aussi, parce que on a une école d'éveil multisport, par exemple, où on accueille des enfants autistes chaque année. Donc là, c'est une école 3-6 ans. Les enfants font leur sport, donc quand un enfant autiste est rentré dans le dispositif, il est accompagné par l'éducateur ou l'éducatrice dans le groupe ordinaire. Et en parallèle, on propose des séquences de sport pour les parents, du cross-training. Donc, peuvent déposer leur enfant et eux, ils ont 40-45 minutes pour faire aussi un peu souffler, évacuer, transpirer un peu à son rythme avec le coach qui est là ou la coach. Et on essaie vraiment de leur apporter cette forme de répit aussi. Cette bouffée d'air. Exactement, d'oxygène. Pour revenir quand même à la question initiale, parce que c'est vrai que c'est un peu décousu, mais si tu as écouté certains de mes épisodes, tu verras que c'est souvent comme ça, on est dans une discussion et je tire les ficelles au fur et à mesure où on avance. L'objectif, c'est que la pelote, à la fin, elle soit complètement démêlée. Concrètement, vraiment,
qu'est-ce que la SPTT fait pour tous ces publics, au-delà de tout ce que tu as déjà dit, et quels sont les objectifs, les ambitions, quels sont, j'allais dire, quels sont vos rêves? Tu l'as dit tout à l'heure, le rêve, c'est que les paras, ils pratiquent aux côtés des valides et que les valides, ils apprennent aux côtés des paras. Exactement. Ça, c'est notre vision, et c'est vers ça qu'on tend. Ce que je disais tout à l'heure, on veut tendre vers ça, que le sujet de l'inclusion du para soit plus un questionnement en se disant comment je vais faire. Ok, il vient, il n'y a pas de problème, juste comment je vais faire. Et c'est pour ça qu'on a une ressource interne, cette prof APA, qui est vraiment spécialisée sur la question du handicap. Donc APA, c'est activité physique adaptée. Adaptée, exactement, pardon. Aloïse, qui est le point d'entrée chez nous. Donc un éduc du club a une question, un besoin, une demande particulière. Elle va venir avec son regard. Elle a un master, licence et master APA. Et donc elle va venir avec ce regard et poser la problématique et essayer d'accompagner, de répondre pour qu'on puisse accueillir le profil qui nous est demandé. Aloïse a cette ouverture d'esprit où il n'y a jamais de problème. Donc, il n'y a que des solutions. L'éduc vient en disant, exactement, vient, et peu importe l'éduc chez nous vient en disant, j'ai cette personne, ce profil, comment je peux faire? Elle va se poser, ça va prendre 10 minutes et elle va déjà donner des billes, des clés pour résoudre certains problèmes. Donc nous, notre ambition est là, on a ce profil-là, puis si tu veux, pour le club, c'est de continuer à élargir le spectre. Tout à l'heure, je disais les niches, tu vois, j'aimerais continuer à pouvoir, et j'aimerais qu'on continue à pouvoir accueillir le plus de public possible avec leurs particularités. Tout à l'heure, tu évoquais les malvoyants ou les aveugles. Bah, pourquoi pas? Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Est-ce que demain, c'est pas aussi une piste pour nous? Pour nous, en tout cas, est-ce qu'on n'a pas les ressources ou est-ce qu'on ne va pas créer les ressources pour que justement on puisse accueillir ces publics? On a créé une école d'éveil multisport aussi, un peu à l'image de celle que je te disais pour les valides, les 3-6 ans. On l'a créée pour les enfants en situation de handicap physique au départ. L'école est pour les 6-11 ans. Aujourd'hui, le projet intéresse. Aujourd'hui, les familles semblent intéressées, mais on a du mal à rencontrer le public. On a du mal à rencontrer le public parce que les créneaux qu'on obtient sont peut-être pas idéales. Les contraintes familiales de ces enfants qui courent d'institution à l'école, aux établissements de santé dans la semaine, c'est toujours assez rythmé. On trouve pas encore la bonne alternative, le bon créneau, le bon emplacement, mais on y travaille parce qu'on est convaincu, par exemple, que pour ces enfants, rythmés par école quand ils ont la chance d'aller dans des établissements scolaires publics, établissements de santé, centres de réadaptation, nous on veut pouvoir leur offrir aussi une expérience de club ordinaire. Donc vous venez, on va pas venir dans l'établissement faire du sport, c'est pas ce qu'on veut proposer. Vous le faites déjà avec vos kinés, où il y a parfois aussi des éducateurs. Non, vous allez venir dans un club, un vrai club. Et vous allez vivre une expérience de club avec des encadrants et des dirigeants de club. Et donc voilà, ça fait partie de nos projets encore et de nos rêves qu'on aimerait atteindre, faire vraiment vivre ces activités. Excellent. Justement, pour le podcaston, un podcasteur français assez connu qui s'appelle Mathieu Stéphanie, qui produit le podcast Génération Do It Yourself, a tendu le micro au fondateur du Café Joyeux. Alors, je sais pas si ça te parle, mais c'est clairement la même démarche, sauf que au-delà du sport, c'est l'intégration dans la vie, active de tous, pour les gens qui sont paras, qui ont des déficiences moteurs, qui ont des déficiences cérébrales, et voilà, on est vraiment dans une démarche d'inclusion, et c'est des gens qui, exactement, par cette inclusion dans la vie active, des valides entre guillemets, retrouvent goût à la vie, évoluent, grandissent, et acquiert une personnalité. Ce qu'on peut faire aussi via le sport, et c'est évidemment ce que vous faites à la SPTT. Bien sûr. Mais c'est assez marrant que tu fasses la ref à Café Joyeux, parce que, alors je connais bien sûr, j'ai suivi ce qu'ils font, ils ont ouvert un Café Joyeux il n'y a pas longtemps à Strasbourg, enfin. Et on a un jeune de notre section sport adapté, donc, qui faisait du badminton, qui a travaillé là-bas, qui n'y travaille plus. Mais par contre, il va venir là, il veut bosser dans l'animation. Donc on l'accueille cet été sur des stages BAFA. Il passe son BAFA, tu vois, et il va venir faire son stage de validation BAFA chez nous. Donc, et
pas de questionnement, tu vois. C'est là où je dis, à un moment, ça ruisselle, et on l'imprime, c'est que il nous a contactés en disant qu'il avait cette envie-là. Bah ouais, ok, on va voir avec Aloïse, toujours qui est au centre des dispositifs. Elle dit bah ok, on va le prendre avec nous, il va faire son stage, on va l'accompagner, il n'y a pas de problème, ça va être cool, tu vois. Donc je trouve que voilà, quand ça ne devient plus un sujet, c'est vraiment, et ça commence avec le cas chez nous, c'est vraiment qu'on atteint, on touche du doigt quelque chose qu'on essaie d'atteindre. Excellent. Bon, ça a été un peu décousu. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu imaginais aborder, qu'on n'a pas encore abordés, Denis ? Autour du para, autour du sport, on a quand même balayé pas mal de choses, j'ai l'impression. Ouais, ça a été efficace, hein, parce que d'habitude on prend 1 heure, là tu vois, en une demi-heure, juste hop là, c'était réglé. Mais c'était super intéressant parce que tu vois, ça permet d'aborder plusieurs sujets, et des sujets aussi bien sportifs que des sujets de société, sachant que j'inclus quand même vraiment le sport dans les sujets de société. Comment on fait, justement, si on est un parent, un aidant, un proche, un ami d'une personne qui est para ou qui encadre, qui s'occupe, qui élève un handicapé, une handicapée, comment on fait si on veut avoir des informations, comment on contacte Aloïse pour savoir si elle peut venir à la SPTT de Strasbourg? C'est hyper simple. On va déjà attendre qu'Aloïse revienne de congé maternité. Ouais, c'est pas mal. Hein. Elle revient le mois prochain. Et alors, sur notre site internet, on a déjà toutes les infos. On peut appeler, nous contacter par mail. C'est toujours mieux, je pense, sur ces profils-là, de nous contacter au siège et pas la section directement, puisqu'Aloïse va vraiment pouvoir faire le bilan avec les familles et les orienter vers les bonnes sections, les bonnes personnes. Elle va aussi pouvoir... Elle a la vue sur l'ensemble et va pouvoir jouer le rôle de conseillère aussi avec les familles. Si un enfant, en fonction de ses limitations, il a très envie de faire quelque chose, mais que malgré tout, tu le disais tout à l'heure, c'est compliqué au regard de son profil, de ses limitations, de la nécessité de l'accompagnement avec nos capacités. Elle va pouvoir conseiller des familles, les accompagner sur des séances d'essai, d'autres disciplines, pour essayer de faire en sorte que notre volonté première, c'est que les enfants ou les adultes bougent de manière régulière. Voilà, le premier point d'entrée, c'est contact@asptt-strasbourg.eu ou un coup de fil au siège et on va gérer ça sans problème. Ça marche. Et si vous écoutez le podcast et que vous êtes en train de courir ou de rouler ou au volant ou de conduire ou de cuisiner ou de faire le ménage et puis que vous en souvenez pas, vous prenez contact avec nous et nous on transférera à Denis. Insta, mail, tout ce que vous voulez. Je me souviens plus si tu en as parlé tout à l'heure et je t'ai pas posé ouvertement la question, mais quelle est la répartition en termes de membres à la SPTT Strasbourg, en tout cas, alors pas toute section, enfin pas par section, mais toutes sections confondues, entre les valides et les paras? Aujourd'hui, les paras, donc sur les 4200 et les paras qu'on a identifiés, parce que parfois il y en a aussi en section qui ne sont pas identifiés, et c'est encore mieux, c'est très bien. On a une centaine de paras. Ok. Une petite centaine de paras sur les 4200. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais et en même temps, tu disais tout à l'heure un peu qu'est-ce que je voudrais dire, ou qu'est-ce que le sujet pour nous aujourd'hui, c'est que celui qu'on essaie de mener en ce moment, c'est que tous ces dispositifs aujourd'hui sont plutôt subventionnés, tu vois, sur l'équilibre financier. Et quand on parlait d'inclusion, je disais qu'on veut que les enfants aient une expérience de club ordinaire. On veut que pour les familles, ce soit aussi au max le tarif d'un enfant ordinaire dans l'adhésion à l'inscription. Donc pour ça, tu vois bien qu'on a des nécessités, des besoins d'accompagnement supplémentaires. Donc il faut qu'on aille chercher le complément. Alors on a réussi jusque-là à avoir pas mal de financement, notamment du fonds de dotation des Jeux Olympiques, puisqu'on a touché une enveloppe dans le cadre d'Impact 2024. Mais aujourd'hui, c'est le sujet sur comment on va pérenniser ça. Comment on va pérenniser ça d'un point de vue financier. Donc on essaie aussi c'est le sujet qu'on avait avec Jules la semaine dernière avec nos partenaires, de fédérer aussi aujourd'hui des structures privées prêtes à nous soutenir sur ces actions sociétales, solidaires. Aujourd'hui, il n'y a pas de privé, pas de partenaires privés qui nous suivent sur les dispositifs. La fédération nous aide un peu sur le dispositif d'inclusion, solidarité et autisme pour les enfants. Mais voilà, il va falloir qu'on arrive à créer aussi un petit pool de partenaires qui sensibles à ce qu'on propose
et qui nous soutiennent pour être sûr de pouvoir pérenniser toutes ces actions et continuer à les faire grandir. Ouais, parce que évidemment, pour nous, ça semble évident, mais n'oublions pas que intégrer une personne para dans un club ou une association sportive ou culturelle, ça représente un coût. Déjà, en termes d'accompagnement, c'est parfois un entraînement différent, c'est parfois un entraînement plus long, c'est parfois un entraînement plus coûteux pour ces raisons-là, parce que le temps, c'est de l'argent, les compétences, c'est de l'argent. C'est aussi du matériel qui est pas forcément le même que le matériel pour les valides, donc il faut adapter. Et tout ça, c'est des investissements à supporter par la structure, par le club, par l'association. Et donc, comme tu le dis, l'équilibre financier il est difficile à trouver. Et le sujet, en ce moment, j'ai vu ça passer encore sur les réseaux aujourd'hui, c'est est-ce que les clubs de sport vendent les licences à perte? Bon, alors déjà, ils les vendent pas, ils les revendent parce que ce sont les fédérations qui proposent les licences et qui les vendent. Dans une licence, on va pas revenir sur tout le sujet, mais il n'y a pas que le fait d'avoir le droit de pratiquer du sport, il y a aussi des assurances, il y a aussi tout un paquet de produits et de services qui vont avec. Malgré tout, les clubs et les associations sportives sont revendeurs de ces licences. Mais effectivement, un club, ça ne se contente pas de faire l'enveloppe, quoi. Ça met à disposition des infrastructures, des structures, des encadrants, des entraîneurs, des directeurs, des présidents, de l'administratif, etc. Donc ça, c'est un coût. Et quand on parle de para versus valide, le coût est encore démultiplié. Donc comment on fait? Tiens, on a une bonne volonté, on a un peu d'argent, on veut mettre 100 balles, 500 balles, 1000 balles, 10 000 balles. En particulier, une entreprise, comment on fait pareil? Contact @asptt-strasbourg.eu. Ouais, ou moi directement. Ou toi directement. Non, parce que moi directement, mais là c'est vrai qu'en plus on a un cadre associatif, donc pour ceux qui souhaiteraient nous soutenir, les particuliers ou les entreprises, il y a la réduction sur les impôts qui est de 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises, donc ce qu'ils vont donner peut être déduit de leurs impôts. Et par contre, ça accompagne une bonne cause, j'ai envie de dire. Et effectivement, les besoins sont plus importants. Tu vois, tout à l'heure, tu disais l'encadrement. C'est pas compliqué. Hein. Sur le dispositif autisme, c'est un accompagnant pour un enfant, un pour un. Et c'est grosso modo 20 euros de l'heure. Alors, tu as des phases de bilan avant, tu discutes encore un peu, tu fais des bilans avec les familles après, tu as la coordination. Rien qu'en termes salarial, de charge salariale, c'est déjà conséquent sur une année complète pour un enfant. Tu le multiplies. Tu vois, aujourd'hui, on refuse parfois des enfants parce que nous, on a une capacité d'accueil entre 5 et 10 enfants par an. Alors que je pense qu'il y a bien plus... On refuse d'ailleurs les familles parfois parce qu'on n'a plus la capacité de les absorber. Et ça, c'est même terrible pour nous de se dire en fait on n'a juste pas l'argent pour accueillir ces gamins alors qu'il y a des besoins, alors qu'on est dans le cœur de ce qu'on veut proposer, et ça c'est un déchirement à chaque fois. Bon, et écoute, je pense que le message est passé, est clair. Hein. Tu l'as martelé, je l'ai martelé aussi. Maintenant, il y a plus qu'à attendre. Merci beaucoup, Denis. Pour le contact, merci, tu l'as donné. J'espère que vous aurez plein de nouvelles et nouveaux adhérents, des valides, des paras, et puis que ça fera grandir les rangs de la SPTT Strasbourg. Si on est ailleurs, si on n'est pas à Strasbourg, mais à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Paris, à Toulouse, est-ce qu'il y a d'autres structures comme la tienne, que ce soit SPTT ou pas, mais qui accueille des paras? Ouais. Alors dans toutes les villes, tu as des clubs qui existent et qui sont dédiés à ça. Et il y a aussi des clubs ASPTT, quand même un réseau national de quasiment 200 clubs. Et il y a vraiment aussi une volonté de notre fédération de travailler sur ces sujets d'inclusion. Donc tu as beaucoup de clubs aujourd'hui ASPTT qui sont en mesure d'inclure, peut-être pas tous les publics, encore une fois, mais qui sont en mesure de répondre aux demandes des familles ou des pratiquants. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à aller toquer à la porte. Il ne faut pas hésiter à poser la question. Parfois ce sera peut-être pas possible, mais ne serait-ce que toquer, poser la question, va générer un questionnement chez les dirigeants. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on génère l'interrogation, donc on germe, il y a quelque chose qui peut pousser pour que ensuite la structure, le club soit en mesure de proposer des accueils, des accompagnements. Donc il faut vraiment pas hésiter à aller voir vos clubs dans vos villes un peu partout en France. Et je pense qu'il y aura toujours de quoi trouver les bonnes volontés pour pouvoir construire des projets. Ça marche. Ouais, et puis on le rappelle, même si c'est pas forcément super clair, il y a la Fédération française du handisport et puis il y a la Fédération française du sport adapté. De toute façon, si c'est pas le bon interlocuteur, ils sont assez sympas et ils vous renverront de l'un à l'autre.
Exactement, normalement. Non, bien sûr. Merci beaucoup, bonne continuation, à très bientôt j'espère. Merci à toi. Et puis à l'année prochaine pour le festival, pour mettre en avant les livres et notamment avec plaisir, le nôtre. Sans problème. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Bonne journée. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!